Grand oral des GG avec la réalisatrice du documentaire Là où les putains n'existent pas. Il passe demain, et on vous le recommande fortement, il passe demain sur Arte à 23h45. C'est Ovidie qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est un documentaire à la fois poignant et effrayant sur une réalité qu'on ne soupçonne pas, puisque le modèle suédois nous est souvent présenté comme étant un modèle à suivre. Il a d'ailleurs été suivi en partie par les gouvernements français. En fait, vous êtes parti d'un fait divers. Un fait divers qui raconte le calvaire vécu par une jeune femme de 27 ans. Oui, j'ai voulu parler de la société suédoise à travers le prisme d'un fait divers absolument sordide et à travers le martyre donc de cette jeune femme de 27 ans qui s'appelait Eva-Marie, qui est décédée au mois de juillet 2013 dans les locaux des services sociaux suédois, qui est morte, qui a reçu 31 coups de couteau. Donc une véritable boucherie sous les yeux de son enfant, et c'est arrivé, je dirais, à l'issue d'un très long combat contre les services sociaux suédois qui a duré 4 ans durant lesquels elle s'est battue pour récupérer ses enfants. Et donc à travers ce fait divers-là, on propose finalement une vision autre de la société suédoise qui est présentée comme idyllique dans le monde entier. Il faut expliquer pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, c'est qu'en fait elle est poignardée donc par son ex-compagnon qu'elle avait quitté pour violence conjugale. Ensuite, pour essayer de s'en sortir, parce que elle a une famille, elle avait travaillé comme escort girl. Or, c'est interdit, bien sûr, en Suède, puisque c'est le premier pays qui a finalement aboli la prostitution, qui a voulu abolir la prostitution. Et les services sociaux lui ont retiré ses enfants parce que justement, elle a fait ce métier-là. Alors, c'est assez intéressant parce que finalement, ça montre à quel point, dans un pays qui prétend protéger les femmes, un pays comme la Suède, on préfère confier des enfants à un homme violent qui avait déjà été condamné pour violence, toxicomane, qui avait déjà présenté des comportements menaçants durant les grossesses précédentes d'Eva-Marie. On préfère confier des enfants à un homme violent plutôt qu'à une putain. C'est ça finalement ce que dit le film. Et en plus, c'est un détail, mais elle ne s'était prostituée que 2 semaines. Elle n'avait eu que 5 clients, et pour 5 passes, elle a payé le prix fort, mais jusqu'à sa mort. Et dans cette histoire, ce qui est aussi effrayant, c'est que c'est sa cousine qui appelle les services sociaux pour dire voilà ce qui se passe, quoi. Alors en fait, croyant bien faire, en fait. Tout ça part d'une délation, et effectivement en Suède les services sociaux sont tout puissants. En France, il y aurait peut-être eu une petite enquête de moralité, il y aurait peut-être eu une vague recherche, mais là, vu qu'en Suède les services sociaux sont tout puissants, il suffit juste d'une délation. Donc là, c'était quelqu'un de sa famille, pour que tout à coup, un jour, elle était chez elle avec ses enfants, ils allaient passer à table, toc toc, c'est la police. La police rentre dans l'appartement, prend les enfants en pleurent, elle ne comprend pas, la police part avec les enfants et ne donne aucune explication. Jusqu'à ce que 15 jours plus tard, elle soit convoquée dans les locaux des services sociaux, qu'on la mette en face des enfants et qu'on dise, vous savez quoi, vous n'allez plus jamais les revoir. Et là, à partir de ce moment-là, ils commencent à lui expliquer, ils disent, on a reçu un coup de fil, on sait que vous êtes prostituée, madame. Ce documentaire à voir, et là, bravo à la réalisatrice, à la mise en scène. Franchement, pour ceux qui ont aimé Millennium, on en parlait à l'instant un peu hors de... On retrouve l'ambiance. On retrouve exactement l'ambiance de Millennium. Sauf que là, on n'est pas dans une fiction, on est dans la réalité, justement. Vous allez en avoir un aperçu de ce modèle suédois, là, justement. Et c'est le revers de la médaille. Extrait. On a sonné à ma porte, je suis allée ouvrir. 2 hommes se tenaient là, l'air grave. Ils ont dit qu'ils étaient de la police. L'un d'eux a dit, il s'est produit quelque chose de terrible. Le couteau à pain est rentré si loin qu'il est ressorti de l'autre côté. Il y a eu 31 coups de couteau, si je me souviens bien. C'est lui qui l'a tué, mais c'est l'État qui lui a dit de le faire. C'est comme si on lui avait donné l'autorisation de la tuer. C'est le pire cas que j'ai eu à couvrir. Ce n'est pas quelque chose qui est censé arriver en Suède. Je pense que lorsqu'il s'agit de protéger le modèle suédois, tout est possible. Des témoignages, parce qu'il y a la famille aussi de cette jeune femme Eva-Marie qui est devenue Jasmine Petite le temps où elle s'est prostituée, mais il y a sa famille, ses parents, sa mère, qui aujourd'hui attend que ce cas dévoile l'envers du décor du modèle suédois, Ovidie.
Et ça s'étale ça s'étale dans le temps, puisque en fait, il s'est passé 4 ans entre le moment où elle a perdu la garde de ses enfants et le moment où elle a été assassinée. Elle a été assassinée en 2013, donc il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Donc si on fait le compte, ça fait pratiquement 8 ans que même la famille d'Eva Marie n'a pas vu les enfants, puisque à l'heure actuelle, les enfants sont cachés dans un village au nord de la Suède. On sait qu'ils sont tous les deux dans une famille d'accueil, mais on n'en sait pas plus. Ni la famille, ni les amis de la famille, personne ne sait à l'heure actuelle où sont les enfants. Ils ont été planqués à la suite du meurtre mais finalement pour faire comme tout le reste de cette affaire, c'est-à-dire tout cacher sous le tapis, mettre un mouchoir dessus et faire comme si tout cela n'existait pas. Joël, Maxime. Justement, ce qui est fascinant, et vous le montrez très bien, parce que vous avez en quelque sorte, vous accusez les services sociaux, mais comment vous expliquez que ces services sociaux-là, dans ce pays, ont autant de pouvoir ? En fait, malheureusement l'histoire d'Eva Marie, c'est la convergence de plusieurs choses, de plusieurs facteurs, de plusieurs politiques différentes en Suède. Là-bas, les services sociaux sont vraiment, vraiment tout puissants. Ici, en France, il pourrait y avoir des enquêtes. Il y aurait une enquête d'ailleurs, je pense. Si une femme avait été assassinée dans les locaux de services sociaux, on serait peut-être quand même fendu d'un pas de contrôle. Voilà. Là, il y a rien eu. Il faut savoir aussi qu'on peut retirer. Il y a beaucoup de retraits abusifs là-bas, parce qu'on peut retirer des enfants sans réelle enquête. Et là, par exemple, il y a une jeune femme qui témoigne dans ce film, qui n'a rien à voir avec le travail du sexe, qui dit: un jour la police m'appelle, on me dit voilà, on a pris vos enfants. Pourquoi? Parce qu'il y en avait un qui avait un peu d'eczéma sur la joue. Et pendant 15 jours, elle les a pas vus. Il a fallu qu'elle prouve que son enfant avait régulièrement de l'eczéma. Mais c'est assez représentatif de la Suède. Il n'y a aucune instance pour les contrôler. Et quand elle était encore vivante, Eva Marie a porté plainte auprès de l'équivalent du ministère de la Santé et des Affaires sociales. On la voit dans une commission parler à un moment d'ailleurs. On la voit, en fait, elle a pris la parole et finalement c'est ça qu'il a perdu. C'est qu'au lieu de dire pardon, petit Jésus, j'aurais jamais dû me prostituer, à s'auto-flageller, à dire accepter des thérapies de rééducation, parce qu'il y a des thérapies de rééducation pour prostituées, pour essayer de leur faire comprendre qu'elles ont été victimes, même si elles le reconnaissent pas. Et si elle avait dit pardon, j'aurais jamais dû faire ça, peut-être qu'elle aurait récupéré ses enfants. Mais Ovidie, quelle est la leçon que vous tirez de cette affaire? Parce que en France, et notamment dans le gouvernement précédent, on s'est inspiré du modèle suédois pour pénaliser les clients de prostituées. Il y a une loi qui criminalise maintenant les clients de prostituées. On ne sait pas d'ailleurs quel est le bilan, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de bilan sur cette mesure. Est-ce que ça a vraiment il y a des abolitionnistes en France. Voilà. Est-ce que ça a vraiment fait reculer la prostitution? Enfin, il y a un débat en France, et Najat Vallaud-Belkacem, qui avait porté cette loi, s'appuyait sur le modèle suédois. Tout à fait. Et donc, en fait, vous voulez servir de cette affaire pour vous dire attention? En fait, la Suède, c'est vraiment un pays... c'est un pays missionnaire. C'est un pays qui aime exporter ses lois. C'est un pays qui aime montrer au monde entier à quel point il s'agit d'une société idyllique, et qui aime bien non seulement expliquer à ses citoyens comment il faut se comporter, mais qui aime bien expliquer au monde entier comment il faut se comporter. Donc c'est vrai que cette loi de pénalisation des clients, elle a été exportée au Canada, en Norvège, en Islande, et effectivement en France en 2016. Il y a eu 3 ans de débat, 3 ans d'aller-retour entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais ils ont présenté souvent, on disait, regardez les beaux résultats, les bons résultats en Suède. La prostitution n'existe plus, d'où le titre. Les putains n'existent plus là-bas, il n'y a pas de prostitution. Regardez, on a des chiffres absolument formidables depuis la fin des années 90. Sauf qu'il faut voir aussi la répression que subissent les prostituées là-bas. Là-bas, effectivement, on prend les enfants en otage. J'ai eu vent de plusieurs cas là-bas, dont 2 qui se sont terminés par des suicides, où au bout d'un moment, les mères, elles ont fini par lâcher l'affaire, elles ont dit ok, je récupérerai jamais mes gosses, et elles ont fini par mettre fin à leur jour. Mais on prend donc les enfants en otage, on interdit aussi aux propriétaires de louer des appartements aux prostituées, même si elles font pas de passe dedans, juste louer un appartement à une travailleuse du sexe, c'est être complice, c'est être proxénète. Donc il y a une espèce de chasse aux sorcières en fait. Il y a une véritable chasse aux sorcières, mais qui finalement s'inscrit dans une tradition qui date d'avant la fameuse libération sexuelle scandinave, où il y avait déjà des vagues de répression à l'encontre des filles mères, des femmes qui demandaient des avortements qu'on a stérilisés de force. Il y a eu des vagues, il y a une grosse vague d'eugénisme là-bas. C'est un paradoxe, parce qu'à la fois la Suède, c'est aussi la terre de la liberté sexuelle. Je relisais un petit peu l'histoire de la Suède. Elle a autorisé les relations homosexuelles dès 1944. Je rappelle que chez nous, ça a été un délit jusqu'en 1981. Elle a imposé l'éducation sexuelle à l'école en 55. Elle a permis la diffusion de films porno dans les cinémas en 71. Donc, bref, sur le papier, c'est plutôt l'ouverture. Mais trop rapide.
En fait, ça a été un pays pionnier en termes de libération sexuelle. Le Danemark est arrivé un petit peu avant, mais ça a été vraiment un pays pionnier. Et c'est un peu comme ça qu'on le voit souvent quand je dis je vais en Suède. Les gens ils s'imaginent que que ça va se terminer à poil dans un sauna et qu'on va tous se tripoter. Enfin, c'est un peu la vision que les gens en ont. C'est 36-15 ULA quoi pour la plupart des gens la Suède. En réalité, c'est pas du tout ça. À partir des années 80, donc après la libération sexuelle, il y avait ces forces conservatrices luthériennes qui étaient très fortes sur place, qui étaient toujours là. Elles n'avaient pas bougé, elles n'avaient pas disparu avec la libération sexuelle. Et elles se sont tapées dans la main. Finalement, elles ont conclu une sorte de pacte. Elles ont parasité les mouvements féministes et elles ont réussi à faire progressivement rentrer leurs idées conservatrices au sein des mouvements féministes en Suède qui ont été gangrénés par ça. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec des lois qui pouvaient être répressives au nom de la liberté des femmes. Oui, en fait, c'est une espèce de puritanisme qui se réinstalle au nom de la liberté des femmes. Vous restez avec nous, Ovidie, suite du Grand Oral des GG dans un instant. Ovidie, réalisatrice de ce documentaire là où les putains n'existent pas, c'est sur demain sur Arte à 23h45. Si jamais vous ne pouvez pas le voir, il y a 60 jours en replay. Ensuite, dans un instant, question d'Étienne et de Joël Dagosseri, suite du Grand Oral. À tout de suite. Madame Joël Dagosseri. Oui, en fait, j'avais l'impression vraiment qu'elle avait infligé une sorte de blessure narcissique à la Suède. C'est-à-dire que effectivement, ils ont un modèle qu'ils veulent préserver à tout prix et si quelqu'un contrevient à ce modèle, à ce moment-là, il faut l'éradiquer. En gros, il faut l'éradiquer. Et c'est vraiment ce que ça m'a donné cette impression. Le premier qui dit la vérité doit être exécuté, quoi. Voilà. Et je voulais savoir si, à votre avis, puisque comme ce modèle s'est exporté et que justement, nous ici, on a eu une loi qui allait un peu dans ce sens-là, est-ce qu'il est vraiment possible d'éradiquer la prostitution? Est-ce que c'est pas un peu une chimère? Est-ce qu'on court pas après quelque chose d'impossible, en fait? Alors effectivement, Eva Marie, ça a été un véritable caillou dans la chaussure par rapport à cette image absolument idyllique de la société suédoise. Et j'irais même jusqu'à dire qu'à un moment, je pense que pour certaines personnes, sa mort finalement, c'était un peu une libération. C'était enfin, on est débarrassé de ce personnage un peu dissonant, un peu dérangeant, qui va s'exprimer publiquement et qui va nous critiquer. Parce que là-bas, il y a cette culture du consensus, c'est-à-dire tout le monde doit penser absolument dans le même sens. Il y a très peu, nous ici, on a quand même la culture du débat, de la tribune, de la contre-tribune. Ça va être la foire d'empoigne, on va se bagarrer entre nous. Là-bas, il faut pas faire de vagues, surtout. Il faut toujours que tout le monde pense dans la même direction. Il faut surtout pas qu'on ait l'impression qu'il pourrait y avoir de quelconque conflit au sein de cette société-là. Donc c'est vrai que Eva Marie était un problème dans cette histoire. Mais est-ce que la prostitution est un métier comme les autres? En tout cas, c'est un métier. Quoi qu'il en soit, c'est un métier. Le film se pose pas la question de est-ce que la prostitution c'est bien ou mal. D'ailleurs, on parle pas de prostitution. Finalement, dans le film, on parle de stigmatisation, on parle du contexte légal, on parle de tout ça. Mais je suis pas rentrée dans le débat en gros, est-ce qu'elle s'est éclatée quand elle était pute ou pas. Pour moi, c'était vraiment pas... Ce que Joël vous disait, c'est que c'est vain de vouloir vouloir en terminer avec la prostitution. C'est vain, c'est un combat qui est vain. Par ses méthodes. Ce qui est intéressant, c'est que on pourrait peut-être en finir avec la prostitution si autre chose remplaçait la prostitution, parce que par exemple les sites de rencontres, on dit que le nombre de clients a diminué chez les prostituées, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, mais aussi parce qu'il y a d'autres moyens qui permettent aussi d'avoir des relations sexuelles. Peut-être pas, qui s'appelle pas de la prostitution, mais qui s'appelle de la rencontre vite fait amoureuse suite. Et je pense que c'est une forme d'éradication de la prostitution. Mais ma question était liée au documentaire parce que cette femme, elle fait ça parce que pour nourrir ses gosses. Bien sûr. Voilà, donc par nécessité. Donc on peut imaginer que si elle avait eu un autre moyen, elle n'aurait pas été obligée de faire ça. Et les partisans de l'abolition de la prostitution estiment que c'est un métier qu'on peut faire disparaître parce que c'est un métier lié à la misère, finalement c'est le seul moyen parfois que certaines femmes trouvent pour vivre. Et si on leur offre autre chose, la prostitution peut disparaître. Mais en fin de compte, je pense que c'est valable pour pas mal d'autres métiers, quoi. Enfin, je pense qu'il y a même plein de profs ou de gens qui bossent dans l'industrie porcine. Je dis des trucs complètement au pif. Je veux pas que des corps de métier se sentent visés, mais je veux dire, il y a plein de gens qui font des choses alimentaires, qui sont malheureux au travail. La souffrance au travail, ça existe partout, et qui aimeraient faire autre chose. Là, Eva Marie, elle s'est prostituée 5 fois parce qu'il y a eu un moment, c'était à peu près tout ce qu'elle pouvait faire. Elle avait pas de diplôme, elle avait rien d'autre. Donc, puis elle était jolie, donc elle s'est dit,
dit je vais faire ça. Elle en a pas été traumatisée pour autant, c'est ce qu'elle dit, hein, c'est pas moi qui le raconte. Oui, enfin moi je pense que si on était tous rentiers autour de cette table, peut-être qu'on se serait pas levé ce matin. J'en sais rien. Vendre son corps n'est pas forcément la même démarche que d'être prof, même si on s'ennuie face à des élèves à répéter la même chose. Après, il peut y avoir, ça peut être extrêmement mal vécu. Il peut y avoir de la traite aussi. Il y a des gens qui font ça sous la contrainte. Mais ce qui est problématique, c'est que j'ai envie de dire, c'est même pas le débat du film. Mais si vous me posez la question de qu'est-ce qu'il faudrait faire, pour moi, la première chose à faire, c'est déjà écouter les putes elles-mêmes, quoi. Et au moment où il y a eu des débats autour de la pénalisation des clients en France, je trouve que les putes, on les a pas beaucoup entendues dans les médias. Elle défilait souvent contre le projet. Ou alors on explique. Je me souviens très bien du débat. On l'a beaucoup fait ici. On en avait reçu et on leur explique qu'elles sont minoritaires, qu'elles sont pas représentatives. Et à chaque fois, on leur oppose celles qui sont faites esclaves, qui sont dans des filières de traite de femmes. Donc ça tue un peu le débat. Voire on les accuse d'être rémunérés par par l'industrie de je sais pas quoi en fait. Et c'est d'ailleurs ce que raconte une anthropologue dans le documentaire qui dit qu'à partir du moment où elle a commencé à présenter des travaux qui n'allaient pas forcément dans le sens de la condamnation de la prostitution, à laisser la parole aux travailleurs du sexe, etc. Elle dit à partir de ce moment-là, on a raconté n'importe quoi sur moi, on a dit que j'étais payée par des proxos, on a dit que elle dit on a dit que j'étais transgenre et que j'enfermais des femmes dans ma cave pour les fouetter. Enfin voilà en fait ce qu'elle raconte et elle se marre d'ailleurs à un moment. Elle raconte comment même en tant qu'anthropologue, elle a été complètement décrédibilisée. En fait, ce qui se passe en Suède se passe aussi en France d'une autre façon. Quand une femme est obligée de quitter le domicile parce qu'elle est victime de violence, c'est finalement elle est la victime et en même temps c'est elle qui subit le plus parce qu'elle subit une double peine. Elle doit quitter son domicile et en même temps elle doit fuir un mari violent. Finalement, le modèle suédois qui était censé protéger ces femmes reproduit ça. C'est-à-dire que cette jeune femme de 27 ans, non seulement elle devait fuir un mari violent, et puis en étant prostituée, c'est la double peine. Les services sociaux lui retirent ses enfants. En plus, ouais. On revient finalement au même résultat. Ça n'a pas résolu le problème de la domination masculine. Non, en tout cas. Ça aurait été ça. Alors que c'est ce qui est au départ le modèle suédois prône ça. Mais la fin de la domination masculine. C'est surtout ça, je trouve dans le film, c'est l'idée que il y a une diabolisation, que tout fonctionne par diabolisation. C'est-à-dire et c'est bien la société suédoise qui fonctionne de cette manière-là. C'est-à-dire à un moment on diabolise et je trouve qu'à partir du moment où on ne discute plus, mais où on diabolise, c'est-à-dire on n'écoute plus les gens, mais on considère que quelque chose est interdit parce que il est condamnable pour des raisons un peu irrationnelles. Il y a plus de possibilités, c'est-à-dire que il y a plus de discussion possible. Plus rien ne tient, quoi. La société s'écroule. D'ailleurs, on ne l'entend plus, on ne l'entend pas. C'est ce qu'elle dit. Elle dit, elle essaie d'ouvrir le dialogue, elle essaie de discuter avec les services sociaux. L'avocat le dit lui-même. On a essayé de discuter avec eux, mais ils n'ont pas voulu. Mais ce qui est là dans ce film, ce qui est propre à la société suédoise, mais ce qui en fait est propre à la plupart des sociétés qu'on retrouve ici en France, c'est la dichotomie de la maman et de la putain, en fin de compte. C'est la question de la légitimité maternelle. C'est est-ce qu'on peut confier des enfants à une femme qui a la cuisse un peu légère? C'est ça finalement ce qui est en toile de fond de cette histoire. Alors qu'on peut là, dans cet exemple-là, en revanche, ça pose pas de problème de confier des enfants à un père violent. Voilà, ça pose moins de problème de confier des enfants à un père violent. Même s'il est incarcéré, il faut expliquer, il garde le droit parental. Alors ça c'est complètement fou, il a pris 18 ans de prison pour ce qu'il a fait et malgré tout j'ai eu accès à ces documents au moment où j'étais en Suède, il avait encore l'autorité parentale. C'est-à-dire les gamins par exemple s'ils doivent partir en vacances, il faut demander à l'assassin s'il est d'accord, s'il peut tuer. C'est que 18 mois de prison aussi. 18 ans, non quand même.